Donc du coup, on va commencer par un petit truc, c'est comment on travaille en montage, comment on fait du montage. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Soit on fait sur le disque dur de son PC en lui-même, parce que vous avez 2 Tera sur votre PC. Ce qui est pas forcément recommandé, puisque si vous passez sur un autre PC, sur un poste de travail dans votre boîte, ou même à l'école du coup là, bah en fait vous n'avez pas de disque dur, donc c'est chiant. Achetez un SSD de 1 Tera à côté, ou de 500 Go si vous n'avez vraiment pas les moyens, mais 1 Tera, et ce SSD servira de travail, d'espace de travail. Ce ne sera pas votre truc de stockage, ce sera votre espace de travail. C'est-à-dire que vous aurez sur votre PC tous vos trucs, voilà, et sur votre SSD, vous aurez votre travail en cours, votre projet en cours. Par exemple, là, en ce moment, je sais pas, je travaille sur le clip contemplatif. Bah, sur mon SSD, il y a tous les rushs, les projets, etc. du clip contemplatif. Et une fois arrivé sur le PC, du coup, hop, on peut travailler, etc. Il n'y a pas de problème. Et une fois que le projet est terminé, je le mets sur un autre disque dur. Et cette fois-ci, un disque dur et pas un SSD, parce que bah, ça sert à rien d'avoir un SSD. Et c'est ça, ça servira de stockage. Parce que, par exemple, nous, notre projet contemplatif, c'est 250 gigas, donc 300 avec les médias, etc. Bah, je peux pas le garder sur mon SSD de travail. Et je peux pas le garder non plus sur un PC parce que c'est chiant et on va l'utiliser que très peu. Donc je le mets sur un disque dur qui est très peu performant, mais qui fait l'affaire du coup, puisqu'on travaille pas dessus de toute façon. Il ne faut pas travailler sur un HDD, c'est pas possible, c'est pas assez rapide, parce que les tours, en fait, ils suivent pas, donc ça va laguer, etc. Même si vous avez le meilleur PC, ça lag, en fait. J'ai un PC à 3000 € chez moi, hein, une tour, et j'ai fait l'erreur une fois d'ouvrir un projet sur mon truc de sauvegarde, sur mon disque dur de sauvegarde, en pensant que c'était mon SSD, c'est le même nom, tout est pareil, il y a juste écrit copie à côté. Donc j'ai travaillé et tout, ça rame, impossible de faire un truc. Donc ne faites pas ça. En plus là on travaille sur de la 4K, etc. avec les FX6, etc. Donc c'est compliqué de travailler sur un HDD, c'est même impossible en fait, c'est pas pro. Donc voilà, et si vous avez vraiment pas de PC, parce qu'il y en a dans la classe qui n'ont pas de PC, achetez un plus gros SSD, voilà, fin de l'histoire. Et puis ayez un disque dur de stockage, un HDD de stockage à côté, ce qui permettra de vider votre SSD à la fin. En vitesse de SSD, 3500 minimum, il y en a à 2500 je crois, ça suffit, mais c'est limite 3500 minimum. Celui que j'ai là, il monte à 7000, donc 7 Go par seconde. Ça c'est excellent, mais vous ruinez pas non plus. Dernière petite astuce, comment on apprend un logiciel, on prend des notes. On ne va pas directement, vous n'êtes pas sur votre logiciel pendant la vidéo, vous n'êtes pas sur votre logiciel pendant le cours. Vous êtes avec vos notes à côté et vous notez tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que d'une, le cours il est éphémère, donc dans 2 mois il sera plus là le cours, et vous n'êtes pas un disque dur, donc il sera plus dans votre tête, donc vous n'allez pas appeler votre professeur et dire ah je me rappelle plus de ça, vous n'allez pas regarder sur YouTube en entreprise ah je me rappelle plus de ça, donc vous avez vos notes. Donc devant cette vidéo, même devant tous les autres cours de logiciel qu'on aura, donc After Effects et Premiere Pro, prenez des notes, n'ouvrez même pas le logiciel, prenez des notes, et ensuite on va sur le logiciel pour tester les notes. Voilà, comme ça évite que 60 personnes lèvent la main dans la classe, puisqu'on a tous nos notes. Voilà, et s'il y a un petit problème, on lève la main et on rectifie nos notes. Voilà, donc c'est passé, donc on passe à la première étape, donc l'interface. Alors du coup, l'interface, ce n'est pas du tout celui-là. Celui-ci, c'est l'interface. Donc du coup, l'interface c'est comme ça. Donc là, je suis sur MacBook Air M2, qui est, selon moi, le meilleur PC de la planète. Le meilleur PC portable, attention, de la planète. Voilà, il n'y a aucun PC portable aujourd'hui sous Windows, qui rivalise avec les MacBooks. Et c'est bien pour une raison, c'est que tu peux être sur Premiere Pro pendant 5 heures d'affilée. Non, 8 heures, bah moi 8 heures pour ma part, mais sur des gros projets, je pense que tu tiens plus 5 heures. Mais par exemple, Résilience, j'ai été 8 heures dessus. Sur Windows, 2 heures, pas plus. Et ça rame en plus. Voilà, donc on passe à l'interface, au tuto. Du coup, l'interface, donc vous la connaissez quand même assez bien. Donc là, il y a la timeline, les outils, tous les outils, on va y revenir. Là, c'est les décibels, donc on va y revenir aussi. On a le média, donc ça c'est les médias, donc on verra aussi. Explorateur de médias, personne l'utilise, on ferme le panneau directement. Bibliothèque, on ferme le panneau. Info, on ferme le panneau. Effet, on le garde. Marque, on le garde. Historique, on le garde. Donc faites une interface pour chaque truc, par exemple. Donc là c'est mon PC portable, donc vraiment j'utilise que quand je suis en déplacement. Par exemple là je suis chez mes parents, j'utilise vraiment que quand je suis en déplacement ou à l'école. Mais sur mon PC fixe,
j'ai énormément d'espace de travail. J'en ai un pour chaque truc en fait. Pour la colo quand je vais être sur un écran et à côté j'ai un stream. Pour le montage quand je vais être sur un écran et à côté j'ai un stream. J'ai un truc pour tout. Donc là par exemple j'ai un double écran Studio M. Donc quand on avait l'écran à côté, ce qui est très rare, bah j'ai fait quand même une interface pour ça en fait. C'est une rota à chaque fois qu'on fait. Option d'effet, source, on garde. Option d'effet, on garde. Mixage des éléments audio, on garde. Le programme, du coup, ça, c'est la prévisualisation. Alors, du coup, vite fait, rappel de à quoi ça sert. Donc, la source, c'est la prévisualisation de votre programme, mais c'est pas dans votre métrage. C'est en prévisualisation de votre média. Les options d'effet, c'est tout ce qui va être les options d'effet, donc la trajectoire, tous les effets que vous allez remettre, ça va être là. Donc, en cliquant sur la timeline, sur l'élément de la timeline, on va avoir toutes les options d'effet là-haut. Le mixage des éléments audio, donc c'est des colonnes audio qu'on va avoir. Donc ça, ça vous savez, c'est là où on organise tous les médias. Les effets, donc là c'est tous les effets qu'on a. Donc moi en montage je les enlève carrément, hop, et je fais un autre interface effet. Donc là on a tous les effets, on les utilise pas tous. Des fois on explore, mais on les utilise pas tous, loin de là. Les marques, c'est du coup quand on fait une marque avec M ou autre raccourci clavier si vous en avez d'autres. Et l'historique, c'est tout ce qu'on a fait. Donc par exemple, je fais un cut, tu as supprimé l'élément du projet parce que tout à l'heure j'avais déjà quelque chose d'ouvert, bah tout est là en fait. Ça sert quand on a un petit bug, hop, on va prendre une pause café, on revient, bah merde, je sais plus où j'en étais. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc c'est vraiment bien. Donc là, on va importer un média. Du coup, là, on l'a importé. Qu'est-ce qu'on fait en premier? C'est qu'on va faire un chutier. Donc ça, c'est quand on commence. Sinon, je vous conseille directement dans votre dossier, on a projet tuto Premiere Pro. Dedans, on a Rush. Et dedans, on a son image, SFX. Voilà. Et avant, il y a projet, export et musique. Voilà. Et donc ça, tu sélectionnes tout et tu drops et ça va, Premiere Pro va faire des chutiers à ta place. Donc là, on n'a pas fait de chutier. Donc on va mettre Rush, on va le mettre dedans. Et dans Rush, on va recréer un truc qu'on va appeler capture d'écran. C'est important d'être organisé, parce qu'une fois en studio, déjà c'est vraiment mieux pour vous, ça fait un truc propre et c'est satisfaisant. Et une fois en studio, les gens qui passeront derrière vous seront très contents. Donc ensuite, on va le drop, hop, et donc c'est une image quasi vide, hein. On s'en fout un peu. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire réglage de la séquence directement. C'est le premier truc qu'on fait en fait. Et donc, quel que soit le métrage, vous devez paramétrer la séquence, d'accord? Par exemple, pour une vidéo YouTube, il n'y a pas besoin de faire ça. Mais là, imaginons, on est sur un métrage, la caméra a filmé en 60 fps, parce que c'est le max qu'on peut avoir, voilà. Mais la sortie, il faut qu'elle soit en 35. Donc je vais mettre la séquence en 25 plutôt. Je vais mettre la séquence en 25, donc 1900 par 80. Je veux qu'elle soit en 21 neuvième, donc je vais mettre 817. 817, c'est mieux. Hop, et du coup, on fait OK, et là, on va se retrouver en cinémascope, et on va monter en cinémascope, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va toucher ici? Ici, c'est les couleurs, on ne touche pas, l'audio, on ne touche pas, et la prévisualisation vidéo, c'est là en haut à droite. Donc ça, on ne touche pas, à part si vous voulez faire, par exemple, de la colo en très haute qualité, et ben, on a qualité de rendu maximale, qualité et résolution maximale. Donc ça, par exemple, sur Résilience, j'ai essayé de le faire sur mon gros PC, ça ne fonctionne pas. C'est impossible. Il faut un PC du futur pour que ça marche, parce que ça rend en 4K. Ça rend en 4K, donc ça sert absolument à rien de se mettre en giga qualité, puisque là on veut du montage. Peut-être pour la colo, mais bon, là encore, hein. Qualité de rendu maximale, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, on fait OK. Alors du coup maintenant, on va aller sur la compréhension de la timeline, ce qui est notre espace de travail. Donc ici, on a tous les outils qui vont nous aider à éditer la timeline. À gauche, pas pour rien, vous pouvez le mettre où vous voulez, mais gardez la barre d'outils parce que c'est assez important, parce que vous n'allez pas avoir un raccourci clavier, par exemple, pour l'outil allongement, je vois pas l'intérêt. Donc la timeline en elle-même. Donc on a le premier outil. Donc moi, je les utilise pas tous, il y en a qui sont cochés de base, donc je saurais pas trop vous dire, mais du coup on va commencer par celui que je connais, donc aligné dans le montage. C'est le pire nom pour ce que ça fait. Donc par exemple, en gros, si je fais un cut là, hop, et que je fais ça, hop, ça l'aimante en fait, c'est un aimant par exemple. Ça va aussi le faire par exemple, si je mets une marque ici, que je prends l'outil cutter, et ben hop, l'outil cutter, il va être aimanté, voilà.
petit type. Donc ça c'est ça, donc si on le... Des fois c'est chiant, des fois ça gêne, donc on le désaimante. Quand il est en bleu, c'est qu'il est activé. Lier les éléments, donc par exemple si je fais délier les éléments, hop, je peux prendre l'audio et le mettre à côté. Donc ça va nous mettre un petit timer, comme quoi il est à plus 5 minutes 15. Donc ça c'est quasi tout le temps activé. Ou alors vous faites rompre le lien. Comme ça, hop, et là, on a rompre le lien. Ça, c'est pour mettre un marqueur, mais évidemment, utilisez le raccourci clavier, s'il vous plaît, je vous en supplie. Et ça, c'est du coup tout ce qu'on peut avoir dans la timeline. Si vous êtes arrivé à un niveau avancé dans le montage, des fois, vous pouvez bidouiller ça parce que vous sentez qu'il y a des petits trucs qui vous gênent. Par exemple, les préconfigurations de timeline. Ça, c'est un peu plus après, quand vous allez monter des courts-métrages, par exemple, où il y a beaucoup d'SFX, etc. C'est chiant. Cette timeline actuelle est chiante. Donc, on rajoute des trucs, on enlève des trucs. Ensuite, ça, c'est pour verrouiller. Je veux verrouiller toutes les timelines à part une. Je prends le premier, je maintiens Shift et je prends le dernier. Voilà, comme dans les fichiers. Donc là, il m'a pas pris celui-là. Voilà, donc ça marche aussi avec l'œil, par exemple. Donc l'œil, c'est pour cacher les pistes. Donc j'appuie sur... Je prends le premier, j'appuie sur Shift et ça marche aussi pour les désactiver, évidemment. Je désactive le premier et je désactive le dernier. Ça, c'est les pistes sélectionnées. Par exemple, moi, j'ai copié-collé aux pistes sélectionnées. Donc ça, c'est un raccourci clavier que j'ai, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc je fais CTRL-C. Sauf que là, si je fais CTRL-V, ça le copie-colle sur la même piste. C'est chiant. Donc, je sélectionne la piste 2. Et là, hop, je la sélectionne sur ça. Donc, je sélectionne la piste 2 et ça. Et hop, ça le met sur la piste 2 de chaque du son et de l'image. Voilà. Mais on y reviendra tout à l'heure. Et donc, ça, c'est activer et désactiver la synchronisation. Donc, c'est quand on fait tac et synchroniser. Voilà, là. Mais c'est flouté. En dessous, donc on a mute. Pareil, si je veux mute tous, shift. Et on a solo. Si je veux, je ne refais pas à chaque fois. C'est pour donc entendre que cette piste-là. Et donc ça, c'est pour s'enregistrer. Donc vous allez dans les préférences et vous enregistrez où vous voulez. Mais ne l'utilisez pas. Hein. Il y a Audacity qui est excellent. Enfin, il y a énormément de logiciels d'enregistrement. N'utilisez pas Pro Air Pro. À part si vous voulez faire des voix vite fait. Mais même ça, je vois pas l'intérêt en vrai. Je l'utilise jamais. Alors du coup maintenant on va aller sur l'editing, donc on va aller sur les outils, je vais vous montrer les outils que j'utilise moi. L'outil sélection pour moi il est sur Z, parce que je suis tout le temps sur ZQSD, et tous mes raccourcis sont sur ZQSD, donc c'est sur Z. Ensuite on a, donc ici on ouvre, on a l'outil sélection de pistes en amont et en aval, je n'utilise jamais ces outils. Donc tout ça je n'utilise jamais, là les trois là. À part le dernier, l'outil remixage, on y reviendra dans les trucs et astuces à la fin de la vidéo. Mais du coup, c'est l'outil pour remixer une piste. Donc par exemple, on a un highlight vidéo de jeu vidéo de 2 minutes et notre vidéo fait 2 minutes 30. Notre musique fait 2 minutes 30 et ben on va la raccourcir et on va pouvoir ajuster les coupes si on veut que ce soit un peu plus dynamique, etc. On a l'outil cut. Donc c'est pour créer une coupe plus précisément qu'avec la timeline. Le lecteur de timeline. On a l'outil de déplacement de sélection, ou avec l'outil de déplacement du plan, je n'utilise pas ces deux-là. L'outil plume, qui est sur un raccourci clavier, qui est intéressant pour faire des masques, mais encore, on peut l'avoir sur option d'effet. On a l'outil rectangle, pour aussi faire des masques, donc on a l'ellipse et le polygone. On a l'outil main, donc ça, je vois pas l'intérêt, hein, à part la timeline, mais bon... Si vous le mettez sur un raccourci clavier, vous pouvez, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. L'outil zoom, mettez-le sur un raccourci clavier, je vous en conjure. Moi, c'est sur Q et D, parce que c'est vraiment... C'est un peu le gauche et droite dans un jeu vidéo, vraiment, c'est... Zoomer sur un élément et dézoomer très rapidement, ça évite de faire ça, là. Je vois plein de gens faire ça, c'est horrible, c'est une horreur. Donc on met le truc qu'on veut et on zoome sur le lecteur de timeline. C'est bien plus pratique. Et on a le texte avec le texte vertical, voilà, qui est sur un raccourci clavier aussi, qui était pour ma part. Voilà, pour les autres trucs d'édition, on a allé sur une image en avant et une image en arrière. Pour moi, c'est sur X et Z, X et W. On a la vitesse, donc pour moi, c'est C. Donc on modifie la vitesse, par exemple 200, et du coup, le rush sera deux fois plus court. Voilà, tac. On a le gain audio. Donc le gain audio, c'est réglé le gain de... Donc par exemple, je mets 5, je mets 4 plutôt. Je fais OK. Et là, je reviens sur gain audio. Moi, c'est F, gain audio, je sais pas si je l'ai dit. Et ben là, ça va être définir le gain sur 4. Donc là, je vais pouvoir ajouter. Donc là, je fais plus.
Donc je vous déconseille d'utiliser régler le gain audio sur, et il faut cocher définir le gain sur. Donc là je mets 15, ce sera 15. J'ajouterai pas 15 au gain déjà existant. Voilà. Ensuite, j'ai quoi comme raccourci clavier? Eh ben, je pense que c'est tout. Si, par exemple, si je fais un cut là, je peux le supprimer avec commande Q. Moi, c'est commande Q, parce que j'ai plusieurs touches, donc les commandes, c'est mieux. Mais mettez-le sur une touche, une vraie touche, pas commande. Mais je peux aussi faire, si je fais commande D, supprimer et supprimer et raccorder. Voilà, c'est ça le mot. Donc ça, pour l'instant, utilisez supprimer. Vous serez plus à l'aise, comme ça vous ne perdrez pas votre métrage. Mais quand vous êtes sûr de le supprimer, par exemple c'est un blanc, etc., hop, supprimez un briquet. Et si du coup vous avez par exemple là, j'ai plusieurs cuts, là par exemple, tac, 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 tac. Et si je veux tout effacer, je sélectionne tout, je fais 4 et ça va supprimer les espaces vides. Moi c'est 4 parce que c'est mon sniper sur Fortnite. Et c'est très utile quand on fait un immense dérush. On va pas venir tous les coller, machin truc. Donc c'est assez important d'avoir au moins ce raccourci clavier là. Parce qu'on ne peut pas l'avoir autre part en fait. Donc il faut l'avoir quelque part. Et moi je vous conseille, si vous avez un vieux clavier chez vous, de mettre les touches. C'est comme ça que j'ai appris le montage. J'ai mis tous mes raccourcis clavier sur un vieux clavier. Un clavier agréable, parce que monter sur un clavier pas agréable, c'est pas agréable du tout. Donc vous mettez des post-it avec du scotch sur vos trucs, avec écrit supprimer raccorder, avec écrit, enfin en fait votre raccourci clavier ici. Donc tac, raccourci clavier, avec ce clavier là en fait sur votre clavier, voilà. Moi je l'ai pas fait sur mon MacBook Air parce que je l'ai payé cher, j'ai pas envie de le salir en fait tout simplement. Et puis je connais mes raccourcis clavier par cœur. Mais faites-le. Et quand on appuie sur... Ah oui, petit tips aussi dans les raccourcis clavier, quand on appuie sur commande, on a tous les raccourcis clavier de commande. Voilà. Ça peut paraître con, mais peut-être que vous ne saviez pas. Ok, alors maintenant on va ajouter des transitions. Donc par exemple, je suis là, j'ai ici. Donc on va se mettre un autre libellé. Hop, on va zoomer dessus. Et là, je sens que, je sais pas, il y a une coupure de fréquence. Donc le son, il coupe dans une fréquence. Donc là, on parle de transition audio. Donc le son coupe dans une fréquence. Donc ça fait clic, par exemple. Ça arrive souvent. Et ben qu'est-ce qu'on fait? On va faire un fondu. Voilà. Donc plusieurs méthodes. On peut aller dans les options d'effets, ici. Cliquer sur niveau. Tac, aller au bout. Hop, resélectionner. Le mettre à moins 1535. Donc ça, je l'ai bougé sans faire exprès. Donc là, on a un fade. Voilà, c'est chiant, c'est long. Surtout quand on a 1500, quand on fait des vidéos YouTube. C'est ça à chaque cut. À chaque cut. Parce que les jump cuts, contrairement à ce qu'on croit, on ne coupe pas dans une fréquence. On met, par exemple, la fréquence, elle est là. Bah, c'est peut-être un peu plus visible ici. Donc là, on est au max. Par exemple, si je cut... Donc là, je cut pas dans une fréquence. Mais si, par exemple, je mets mon cut là... Là, je suis en plein dans la fréquence. Donc, on va l'entendre, en fait. Si on passe à un autre métrage, ça va faire plouc. Donc, ça, c'est long. S'il n'y a que ça, c'est long, c'est très long. Donc, on va utiliser la transition audio par défaut, qui est de base un fade en puissance constante. Donc, c'est ce qu'on utilise, en fait, pour les jump cuts. On va sélectionner un métrage, appliquer une transition audio par défaut. Donc, le raccourci clavier marche pas trop hein, sur ça. Donc, on va sélectionner ça. On va pouvoir mettre ça. Pour désynchroniser, on fait tac, appliquer transition audio par défaut. Et là, du coup, même si on coupe dans une fréquence, eh ben, on aura quand même un fade qui fait que la fréquence ne fera pas plou. Voilà. Et pour les transitions vidéo, c'est la même chose, même si les fondus, on évite. Vraiment, au cinéma, on évite les fondus, s'il vous plaît. On évite les fondus. Mais c'est à peu près la même chose. Je crois que c'est un fade c'est un fondu de film. Donc du coup les gars, on se retrouve. Non, la transition fondu enchaîné, ok. Mais elle marche pas trop. Mais bon, les transitions, soit que vous avez fait, parce que c'est intéressant pour des clips musicaux, etc. Des belles transitions, des zooms, etc. Des loops. Mais sinon, au cinéma, on n'utilise pas trop des transitions. On utilise plus des transitions fluides. Par exemple, une valise qui passe, et hop, derrière, c'est une autre scène. On utilise plutôt ça plutôt que des transitions logicielles du genre fondu, etc. Et bon, ça c'est du cinéma, mais si vous êtes amené à faire par exemple un clip publicitaire, peut-être que des fondus vous en aurez besoin. Donc, comment on fait pour faire autre chose que truc par défaut? On va aller dans Effets, qui est pas du tout bien placé, mais j'essaie de monter avec l'interface de base. Faites-vous un interface, j'en supplie.
on va aller dans transition vidéo, et là on va aller dans le fondu. Souvent c'est là qu'on... Et après, si vous êtes un peu des cuistots, vous utilisez les autres, mais les autres de base sont horribles. Donc il faut quand même avoir des bases pour modifier les paramètres, etc. Donc par exemple, on va prendre fondu enchaîné qui est là. Moi je vous conseille fondu au film ou fondu au noir, qui est la base, et on le met là. Et du coup, on a... Du coup les gars, on se retrouve un fondu au noir. Donc on va prendre ça, et là, on peut le modifier complètement. Donc c'est-à-dire qu'on peut le mettre de gauche à droite dans option effet, on peut le mettre de droite à gauche, on peut absolument tout faire. Voilà, donc c'est vraiment bien. On peut modifier la durée, on peut modifier le démarrage personnalisé ou fin de coupe par exemple, qui va le mettre là, début de coupe, etc. On peut tout mettre sur un raccourci clavier aussi, on peut le savoir. Faut le savoir en fait. Donc voilà, donc si vous avez des trucs précis à faire, c'est dans option effet qu'il faut les faire. Donc c'est comme ça, et c'est la même chose pour les transitions audio qui sont là. Ensuite, les effets. Les effets audio, donc là, il y en a une tripotée, vraiment, il y en a beaucoup. Sur les vidéos YouTube, moi, j'utilise beaucoup des compresseurs. Donc, amplitude et compression. Compresseur monobande, je vais glisser là-dessus. Je vais faire modifier. Et là, on a tout un bordel. On utilise, par exemple, moi, j'utilise beaucoup la préconfiguration grave entraînante. Hop, et du coup, ça va me faire un grave entraînant et en plus compressé. C'est-à-dire quand je vais gueuler dans la vidéo YouTube ou quand un YouTuber va gueuler dans la vidéo YouTube, ça va pas dépasser les moins 6 de décibels. Donc ça va pas pulvériser les oreilles et ça ne va pas saturer. S'il a un bon micro et qu'il a un compresseur sur son micro, c'est le top. Même s'il n'a pas de compresseur sur son micro, ça fait ça. Donc en fait, un compresseur, c'est quelque chose qui va, par exemple, un son de base, quand je gueule, ça monte de décibels. Quand je chuchote, ça baisse de décibels. Mais du coup, dans une vidéo, quand je gueule, ça pulvérise les oreilles. Et quand je chuchote, on n'entend rien, ce qui est logique. Et ben le compresseur va augmenter de décibels de niveau mon chuchotement et va faire en sorte qu'il reste au même niveau le fait que je gueule. Voilà. Ce qui va donner quelque chose de monotone. Voilà. Mais c'est ce qu'on veut dans une vidéo de YouTube. Mais par exemple, quand on écoute de la musique, c'est chiant. Donc voilà, donc c'est ça que j'utilise le plus. Et ensuite, on a la base. Donc si vous dites, ah, c'est trop aigu, qu'est-ce que je fais? Bah, j'appuie sur grave, je cherche grave, je le mets dedans, hop, et j'utilise les graves de 10. Et là, ce sera très grave. Pour le tuto première, bon, j'ai mis 1, mais bon, pas grave. Alors du coup, on va ajouter des effets au truc. On va ajouter des effets. Alors comment on fait pour ajouter des effets? Hop. Par exemple, je vais mettre un effet loop sur ça. Donc on va cut ici et à la fin. Voilà. Tac. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans effet et on va drop un effet. C'est faux. On ne fait pas du tout ça. On va aller effets vidéo, par exemple déformation. On veut mettre par exemple une loupe. Voilà. Donc ça fait ça, voilà, tac. On va pouvoir l'agrandir pour que vous voyez. Voilà, donc là, de toute façon, vous la voyez. On peut la mettre en carré, voilà. Donc ça, on peut la mettre un peu où on veut. Par exemple, si on fait ça. Donc ça, c'est un effet où on peut faire pas mal de trucs avec. On peut agrandir un visage, etc. Mais c'est pas mal. Mais sauf que là, il y a un problème, il est directement sur le métrage. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que ce soit à côté et qu'on puisse toucher cet effet comme si c'était un métrage à part entière. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans le projet, hop, on va dans calque d'effets et on crée un calque d'effets. Moi j'ai déjà fait le tuto comme je vous l'ai dit plusieurs fois et il y avait un bug de caméra. Donc c'est pour ça que vous voyez des calques d'effets déjà. Donc on a l'effet froide colo, mais par exemple si je fais clic droit, nouvel élément, quelques d'effets en 25 fps parce que le métrage est en 25 et à la résolution que l'on veut. On va le nommer loop, on va le mettre dans quelques d'effets. Donc on crée un chutier quelques d'effets dans le projet. Et du coup la loupe, on va la drop ici. Hop, tac. On va modifier sa couleur parce que de base tous les quelques d'effets sont, je sais plus c'est quoi la couleur, lavande. Donc par exemple on va le mettre pourpre. Comme ça. Quand on drop effet froid colo, ça sera un autre truc. Et on va drop du coup la loupe sur ce calque d'effet. Voilà. Alors, certains effets ne marchent pas avec les calques d'effets. Je saurais pas vous dire le nom, mais il y en a quelques-uns.
Donc si ça marche pas, bon bah vous faites sans quelques défauts, mais en gros l'intérêt de faire ça, c'est que en fait le logiciel va interpréter votre effet comme un métrage à part entière. Donc il n'aura pas besoin de lire et le métrage et l'effet en même temps, puisqu'il lira le métrage en lui-même et il rajoutera l'effet dessus. Donc c'est bien mieux en fait, c'est un calque en plus, comme ça on peut modifier le calque. Par exemple, si je vais dans le calque, là je vois ça, et ben je peux modifier l'opacité du calque. Donc on a quand même un peu plus de paramètres, voilà, enfin beaucoup plus même de paramètres. On peut faire des échelles, enfin des points de, on peut faire des points, on peut faire plein de trucs en fait. Donc voilà, c'est comme ça qu'on rajoute des effets. Alors du coup maintenant on va passer à la colorimétrie. Voilà. Donc comment on fait? On va par exemple sur cette partie-là, parce que celle-ci est bien claire, de là à là par exemple. Donc ici, et là du coup on va faire comme l'effet en fait. On va rajouter un calque d'effet. C'est la première étape hein, évidemment. Première étape, hop. Et là par exemple j'ai créé un calque d'effet effet froid colo. Donc tac, parce que je veux que le métrage soit un peu plus froid. Mais si on était en S-Log, il aurait fallu faire un calque d'effet aussi pareil, où tu rajoutes le LUT. Donc le LUT en fait c'est le, ce que la, c'est le profil colorimétrique de la caméra. Donc on peut trouver le LUT de la FX6 sur internet. Donc je vais vous montrer ça. On va dans fenêtre, espace de travail et couleur. Voilà. Hop. Moi je vous conseille d'organiser aussi du coup cette interface. Parce que par exemple les options d'effet, on s'en branle un peu. Et puis on peut toujours les avoir là. Mais nous ce qu'on aime c'est avoir un grand écran ici. Par exemple, le projet, on s'en branle aussi. Enfin, voilà, quoi, ça peut... Par si vous voulez avoir plusieurs quelques d'effets, dans ce cas-là, le projet, c'est intéressant. Du coup, on se retrouve dans ces petites interfaces. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a correction de base. En gros, c'est ça. Correction de base, créatif, courbe, roue chromatique et correspondance. TSL secondaire et vignette. Alors, du coup, ça, moi, j'utilise pas tout. Enfin, comme j'ai dû sûrement vous le dire, personne n'utilise Adobe Premiere Pro au 100%. Donc là, nous, ce qui nous intéressait, c'est correction de base, créatif et courbe à la limite. Sinon, pour les gens qui font vraiment de l'étalonnage poussé, la roue chromatique et correspondance, c'est intéressant. TSL secondaire, c'est intéressant. Et vignette, c'est intéressant de base pour tout le monde, hein. Enfin, c'est un truc quand même que tout le monde peut comprendre. Mais quand même, roue chromatique, il faut avoir un niveau assez avancé et courbe. Voilà, donc, il faut déjà maîtriser correspondance de base et créatif. Alors du coup, correspondance de base. Donc, depuis l'ajout de l'IA, on peut faire automatique. Et du coup, ça va nous mettre automatiquement ce qui choisit. Cependant, ce métrage, en fait, c'est déjà une exportation, comme je vous ai déjà dû le dire avant. Donc, on n'a pas les bonnes couleurs, on n'a pas les... C'est vachement compressé en plus, vu que c'est une exportation. C'est pas le rush en lui-même. Donc, on va faire initialiser. Et même si ça vous plaît pas, on va faire initialiser. Mais admettons, on veut un peu plus d'exposition. On va mettre l'exposition à 0,9. Donc l'exposition, c'est sur X, sous X. Si votre image est sous X, vous mettez l'exposition. Si votre image est sur X, vous baissez l'exposition. Alors du coup, pendant qu'on touche à créatif et correction de base, surtout correction de base, on va dans moniteur lumitrique. Et là, on voit que le truc est bien trop sur X. Alors le plan de base est sur X, mais il devrait être là en fait. Voilà. Donc là, on voit que c'est beaucoup trop intense. Donc on va mettre ça. Les tons clairs sont beaucoup trop... Les tons blancs, voilà. Donc en fait, on va toucher par rapport à ce graphique parce que nos yeux ne sont pas parfaits. Donc on se base sur le moniteur Lumetri. Voilà. Donc en gros, il faut que ce soit entre 80 et 90, voire 70-90. Mais au-dessus de 90, ça commence à devenir chaud parce que on ne voit pas. Ça vous touchez pas. 8 bits, 10 bits pour l'instant, ça nous intéresse pas. C'est la colorimétrie. Et donc pour l'instant, ça nous intéresse pas. On reste sur du 8 bits, donc jusqu'à 255. On va aussi toucher les tons clairs et tons foncés pour l'exposition. On va aussi toucher les noirs et les blancs. Le contraste, on va éviter, mais imaginons on a une image qui n'est pas très contrastée. Par exemple ici, je trouve que l'image est plus jolie que là, parce que y a plus de contraste évidemment. Comme ça c'est vraiment artistique. Ton clair, en fait le truc c'est que correction de base, ça va faire une belle image. Donc on va mettre l'LUT, par exemple, que je vous ai pas expliqué.
on va mettre les LUT. Et ensuite, dans créatif, on va mettre des tons, ce qu'on aime. Donc plus foncé, plus clair, plus rouge, plus bleu. Donc on va plus mettre les couleurs, donc le ton à l'image. Donc les LUT, qu'est-ce que c'est? Donc les LUT, j'ai pas la def exacte. On va aller la voir tout de suite. En gros, je sais pas chercher une définition. En gros, c'est le profil lumétrique de la caméra. En gros, enfin du métrage plutôt. Donc si on est en S-Log, on télécharge un LUT FX6. Et en fait, ça va faire que sur toutes vos caméras, si vous avez utilisé 5 caméras, si vous avez utilisé 5 trucs différents, de profils de couleurs, etc. Vous mettez n'importe quoi, et ben comme le LUT FX6 il sera sur tous vos métrages, il n'y a aucun problème. Donc moi ce que je vous conseille, c'est vraiment, si vous êtes à l'aise avec l'étalonnage, c'est de faire plusieurs calques d'effets. C'est-à-dire que si vous êtes en S-Log 3, donc là c'est pas le cas parce que c'est un métrage exporté, mais vous faites un autre, par exemple, un calque d'effet LUT FX6, et vous mettez votre calque d'effet LUT FX6, parce que souvent tu le mets sur tous les métrages, le LUT FX6. Donc, ça sert à rien d'avoir un calque d'effet avec LUT FX6, plus la colo, machin truc. Donc, mettez un LUT FX6, donc admettons, là on a le LUT FX6, on va faire ça, parce que de toute façon, tous les métrages ont été faits avec le LUT FX6. On va plus en créer un, nouvel élément, calque d'effet, et du coup, on va le mettre là. Par contre, l'effet froid colo, nous, on le veut que sur cet endroit-là, donc on va le mettre que sur cet endroit-là. Voilà, ça donne ça. Donc, du coup, je le répète, ça c'est une façon de faire, mais c'est ma façon à moi. Moi, je vous la donne, vous faites ce que vous en voulez. Mais il y a énormément de façons de faire. Tant qu'on arrive à un résultat, tant qu'on arrive à ce résultat, en fait, vous faites ce que vous voulez, en fait. C'est comme vous voulez, en fait. Il n'y a pas de réelle façon de faire du montage. Il y a quelques techniques à savoir, mais il n'y a pas de réelle façon, il n'y a pas une façon qui est bonne de faire du montage. Donc vous faites un peu ce que vous voulez. Moi j'adore par exemple mettre des libellés de partout, parce que je m'y repère plus, etc. Mais ça se trouve, il y en a qui ont leur timeline qui est complètement bleue, complètement normal en fait. Et ils s'y retrouvent très facilement. Moi c'est pas mon cas, donc voilà. Surtout quand on travaille sur des courts-métrages, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, donc le LUT, imaginons, on va imaginer, parce que là de toute façon on n'est pas en S-Log. Si on était en S-Log, on aurait dû mettre un LUT. On va mettre par exemple le Alexa, c'est horrible. Imaginons, on va quand même imaginer que le LUT est mis sur la FX6. Donc on va aller sur notre effet comme ça. On va quand même mettre automatique par exemple. Donc là, ça nous a fait une petite correction. On va aller sur effet, du coup de froid. Et du coup, donc là, vous avez compris à peu près ce qu'il y a là. Donc là, c'est un peu le Photoshop, c'est un peu ce qu'il y a partout hein, à boutiquer. Créatif, le créatif, c'est pour donner un look à l'image. Donc c'est ce qu'il y a là. Donc par exemple, donc là, il y en a 1000. Moi, je dois en connaître une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, je sais pas. Mais il y en a, je pense, une quinzaine que j'utilise. Pas plus, parce que ça tourne vite fait en rond. Donc, petit truc, HDR, ça veut dire haute dynamique. Donc, en gros, il y a plus de dynamisme. C'est-à-dire que les lumières claires vont être là, les lumières foncées vont être là, alors que sur une image normale, les images claires vont être là et les images foncées vont être là. Il y a moins d'intensité sur les images normales. Low dynamic range, ce que je viens d'expliquer en fait, c'est là et là, le clair, le foncé, alors que sur high dynamic range, le clair, le foncé. Voilà, en gros, en très très gros. Et neutre dynamic range, du coup, bah, c'est l'entre-deux. Voilà, donc à partir de ça, vous pouvez choisir vos trucs. Donc si vous voulez une belle image, avec beaucoup de contraste, avec beaucoup de couleurs puissantes, vous prenez de l'HDR. Moi, je prends souvent de l'HDR, parce que c'est joli. Mais ça pompe plus de ressources. Donc moi, j'avais mis Blue Intense. Tac. Et donc là, vous allez me dire, c'est bien bleu, c'est bien bleu. C'est normal. Donc là, en fait, on va faire un passe-passe entre correction de base et créatif. C'est-à-dire que là, ça manque d'exposition quand même. D'exposition. En plus, ensuite, on va revenir sur créatif. On va baisser un peu l'intensité du truc. C'est pas la fête non plus. Et du coup, en fait, on va pouvoir faire ça. Voilà. Par exemple, sans calque d'effet, ça c'est pas possible. On peut pas faire ça sans calque d'effet. Donc si vous voyez que c'est quand même, là c'est quand même assez chaleureux, et quand on met le truc, ça devient quand même plus bleu, sans être trop dans le filtre Photoshop. C'est quand même assez cinématographique. Donc ensuite on a la netteté, moi je l'augmente toujours d'au moins de 5. Ça fait du grain, c'est joli, ça fait cinématographique. La vibrance, ça on peut l'augmenter un tout petit peu vraiment, mais pas trop. Voilà. Et la saturation, du coup, bah ça,
connaissez, mais toujours avec des pincettes. Et quand vous touchez un paramètre, enfin, on touche pas les paramètres comme ça en fait. On touche pas les paramètres, ça je vais le mettre à fond, ça je vais le mettre au bas. Parce qu'en fait, on arrive après, c'est moche. Merde, qu'est-ce que j'ai touché? Non, on touche un paramètre, on regarde ce que ça fait, on CTRL Z. On touche un paramètre, on regarde ce que ça fait. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce qu'il y a besoin de correction? Oui. Hop, on y va. On change. Est-ce que c'est pas bien? C'est pas du tout bien. Hop, CTRL Z. On va pas boutiquer décoloration, netteté, vibrance, saturation et regarder le résultat. Ça marche pas ça en fait. C'est souvent ce que les élèves font Je parle comme un prof, c'est une dinguerie. Non, c'est souvent Nous l'année dernière, on faisait beaucoup ça en 3D. Sachant que la 3D c'est exclusivement des paramètres de logiciel. Donc en gros tu touches la direction, tu touches l'intensité. Il y a énormément de paramètres. Et sauf que tu as vite envie de boutiquer, tu as vite envie de toucher la décoloration, netteté, vibrance, saturation, tu as vite envie de toucher les coordonnées de l'axe en 3D, tu as vite envie de toucher partout en fait, sauf que tu sais pas ce que tu fais. Donc, un paramètre par un paramètre, on regarde ce que ça fait, on passe ensuite à l'autre paramètre une fois qu'on est d'accord du résultat, et on revient sur le paramètre qu'on venait de toucher si ça nous plaît plus. Voilà. Donc par exemple, un truc basique qu'on fait tout le temps en colorimétrie, c'est je touche l'intensité, c'est ça, l'intensité, et donc l'intensité, la saturation et l'exposition. Voilà. Et on va surtout, par exemple, là je trouve que les tons foncés, c'est une fiction, hein. Enfin moi l'image me plaît là actuellement. Mais imaginons les tons foncés, ils sont pas beaux, bah, je vais peut-être un peu les booster. Bon là c'est plus du logiciel, ça fait un filtre blanc dégueulasse. Mais voilà, le blanc on peut peut-être augmenter, les noirs on va les baisser, on aura plus de contraste. Et voilà, admettons. Donc là je vais me dire, ah il n'y a pas assez de bleu du coup maintenant. Je vais augmenter un peu le filtre. Donc là ça me plaît, admettons. En fait c'est un passe-passe, on ne touche pas à un paramètre sans revenir dessus après. Alors du coup, on va passer sur l'égalisation audio. Donc l'égalisation audio, c'est assez simple en ça de ça. Imaginons, on apporte un fichier et il est comme ça. Donc ça veut dire que... Bon là, c'est pas flagrant. Hop. Admettons, on importe un fichier, il est comme ça. Donc j'ai ma première truc. Et là, j'ai une fréquence qui est beaucoup plus basse. Parce que ma musique est soit plus... Souvent, elle est trop forte, la musique. Soit, donc j'ai un métrage, j'ai une enfin, mon son de voix, imaginons, il est trop bas. Et mon son de musique est trop fort. Voilà, admettons. En fait, on va regarder, on va se fier à l'oreille, mais surtout, on va d'abord se fier au truc de volume sur quoi. Donc là, si on appuie, on voit que le mixage a été plutôt bien fait, puisque c'est à -12, pour pas que ça gueule. Attention, il a été refait le truc, donc voilà. Faut plus qu'il soit entre -6 et -12. C'est bien, -6 et -12. Plus -7, parce que -6, ça commence à être dans l'orange. Donc là, il est pas mal. Mais attention, comme on est compressé, enfin on n'est pas trop compressé, quand il va y avoir des chuchotements, on va être à -42, comme je vous le disais tout à l'heure. Sauf que là, quand on arrive ici, bah on est à -30, on comprend pas trop. Bah, c'est tout con, mais il faut quand même le dire. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On n'augmente pas le niveau, Le niveau, c'est pour faire des trucs spécifiques, pour faire des fades, etc. On augmente les décibels, donc la dynamique du son. C'est-à-dire qu'on augmente le niveau logiciellement quand on utilise le niveau, enfin le niveau, donc la barre, et on augmente le niveau du métrage quand on augmente la fréquence en fait que c'est. Donc on le voit, hein, là c'est le spectre audio, et ben le spectre audio est beaucoup plus bas. Si j'augmente le niveau, le spectre audio sera toujours aussi bas. Donc on augmente le spectre audio en faisant ça. Donc là je vais le mettre à 0 parce que je sais que c'est à 0. Je vais mettre à 0. Et là on se met à côté. Et là on voit que c'est la même chose. C'est simple, mais là c'est parce que c'est simple, parce que j'ai le même métrage que j'ai découpé, je me suis pas fait chier. Mais par exemple, quand on a plusieurs métrages, quand on a plusieurs voix enregistrées avec plusieurs micros, etc., il faut savoir se caler sur quelque chose. Et on se cale au niveau du -12. Voilà. Enfin, entre -6 et -12. Voilà, pour pas que ça pète. Et évidemment, quand on a une musique, on baisse la musique quand quelqu'un parle dessus. Et entre les métrages, par exemple, là, bah, on a un exemple flagrant qu'on a eu tout à l'heure. -15. Imaginons ça, c'est un autre métrage. Bah regardez, écoutez bien. On a une coupure dans la fréquence. Ça fait clic. Ça s'appelle une coupure dans la fréquence en fait. Donc on a coupé une fréquence en deux. Donc si on regarde bien ici, bah, on le voit pas, mais de toute façon on sait qu'on a coupé dans une fréquence. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? On va faire un fade. On va faire tac,
Allez Maurice. On va se mettre ici, on va aller dans niveau, on va faire tac, 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 hop, on va se mettre là, on va faire tac, on va se mettre au début et on va se mettre à moins 50 000. Voilà. Donc ça fait toujours un peu bizarre, mais au moins la fréquence n'est pas coupée. Alors du coup maintenant on va passer au titrage et au sous-titrage. Donc on va faire séquence, non on va aller dans Rush et on va prendre... Donc là ce que je viens de faire en fait c'est que je viens de dupliquer une séquence et donc maintenant je peux utiliser deux séquences. Imaginons j'ai deux séquences comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça et maintenant je peux toucher à la première séquence comme ça en simultané avec la deuxième séquence. Je vous le déconseille sur un écran, ça sert absolument à rien. Vraiment, il y a plein d'autres façons de ne pas passer par là en fait. Donc, je vous déconseille en ça. Ça ne sert pas à grand chose. Donc, à part à faire son kéké, avoir plein de timelines sur son écran, mais ça sert pas à grand chose en vrai. À part si, par contre, si on a deux écrans, là c'est intéressant. Parce que du coup, on peut en avoir un là-bas. On peut. Parce que moi j'ai un deuxième écran pour mon rec. On peut toucher à la timeline là-bas, mais sur un écran, il y a plein de moyens de passer outre cette méthode. Voilà. Donc, du coup, on passe sur un autre métrage parce que l'autre a bugué. Du coup, on va, donc sur le truc, on va appuyer sur transcrire. Ça va nous faire tout ce qu'il y a, donc ça va nous écrire tout ce qu'il y a dessus. Évidemment, on reprend tout ce que l'IA fait. L'IA de Premiere Pro, on reprend tout ce qu'il fait. L'IA n'est pas intelligent, l'IA n'est pas là pour faire ce que nous, on veut. Il fait ce qu'on lui demande, mais il fait pas ce qu'on veut nous. Donc, en gros, là, on va dire, bon, du coup, on se retrouve pour le premier tuto, ça fait 3 fois que je tourne, donc c'est un peu chiant. Là, ça va, je sais que j'ai dit ça. On a de la chance. C'est dommage qu'on ait de la chance, parce que du coup, j'aurais pu vous montrer. Mais des fois, il dit des dingueries. Donc, on reprend tout ce qu'il y a sur le moniteur. On reprend tout. Comme on reprend tout ce qu'il fait sur ChatGPT, on relit, on regarde tout ce qu'il fait. Comme on reprend tout ce qu'il fait sur Midjourney, la photo, on ne l'aime pas trop. Sur Photoshop avec l'IA, on le reprend aussi, la photo. On ne laisse pas telle quelle, en fait. Parce que l'IA fait ce qu'on lui demande et pas ce qu'on veut. Et là, c'est exactement pareil, en fait. Donc les sous-titres, c'est marrant, il le fait automatiquement, mais pas forcément ce qu'on veut. Par exemple, un exemple d'IA, d'erreur d'IA, et je pense qu'il va en faire, on appuie sur le sablier ici, on appuie sur pause, et là, ça va sélectionner toutes les pauses qu'il y a dedans. Donc c'est très utile pour le dérush YouTube, par exemple. On fait supprimer, et on fait tout supprimer. Donc là, très mauvais exemple que j'ai pris, mais en gros, imaginez une grande timeline, un grand métrage, et dedans, il y a plein de petits cuts, de moments où je parle pas. Par exemple, je parle, je ne parle plus. Et ben, il va sélectionner le moment où je parlais plus juste avant, et en fait, il va le cut. Donc ça va me faire des cuts, des cuts normaux, en fait, pas forcément, il n'y a pas de balise ni rien, c'est vraiment des cuts normaux, et du coup, sur un dérush de 1 heure YouTube, par exemple une rediffusion de Squeezie, par exemple, on va le mettre dedans, on va transcrire, et on va mettre, du coup, supprimer les vides, et du coup, la vidéo de 1h30 sera en, hop, 30 minutes, par exemple. Peut-être pas plus 40 minutes. Et du coup, ça évite un boulot monstre. Évidemment, on reprend tous les cuts, parce que, du coup, l'IA peut, et c'est pas peu, c'est va, couper des mots, laisser des blancs. Donc on reprend tout le métrage. Mais évidemment, ça enlève un temps fou de cuts, voilà, enlever les rushs, enlever les espaces vides, machin truc. Donc ça enlève un temps fou, on a juste à reprendre chaque truc. Donc c'est assez intéressant. Donc ça c'est bien gentil, mais là nous on veut faire du sous-titre. Du coup on va aller dans l'onglet sous-titres à côté, et on va créer sous-titres à partir de la transcription. Donc là il va nous demander quel type de sous-titres on veut. On va rien toucher pour l'instant, on va juste écrire ligne simple ici, et on va faire création de légende. Ça va nous faire une autre piste en haut de sous-titres. Donc avec verrouiller les sous-titres, donc ça je ne sais pas ce que c'est. Donc pareil, activer, désactiver la synchronisation. Et du coup masquer, démasquer les sous-titres. Voilà. Donc pour du coup modifier ces sous-titres, donc on va cliquer dessus. Et là on va avoir à droite tout ce qu'on veut pour les sous-titres. Donc si je veux des sous-titres jaunes, des rouges, etc. Vous avez compris. Alors du coup, on va passer à la musique. Voilà. Alors j'ai qu'un petit tips pour la musique, mais du coup, les autres tips, je les ai donnés avant.
C'est-à-dire que c'est quand quelqu'un parle, on baisse la musique. Quand par exemple on arrive en fin, on fait un fade. En fait c'est tous ces petits trucs là en fait. Mais ça je vous l'ai déjà dit et on en parle assez souvent. Moi ce que je vais vous montrer là c'est l'outil remixage. Donc admettons, donc, mon métrage il est là, tac. Donc on s'en fout du son du métrage. Imaginons mon métrage il est là. Et moi j'ai une musique dessus. Je crois que ce métrage est trop court. Donc on va prendre le métrage, hop, de l'export comme ça. On va le désynchroniser juste ici. Hop, du coup, on a notre métrage. Et vous voyez que du coup, le métrage est bien plus grand que la musique. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà aller dans l'onglet montage. Hop. Et on va prendre l'outil remixage qui est là. L'outil remixage, on va prendre la partie extérieure et on va l'étendre jusqu'à la fin du métrage. Et du coup, il va faire un petit calcul. Alors, quand on étend la fin du métrage, c'est plus long que quand on le réduit. Voilà, c'est une petite astuce. Voilà, du coup, maintenant, il a fait un truc. Donc ça... Et là, la petite différence, c'est que les transitions que vous voyez là sont invisibles. C'est impossible de l'entendre qu'il y a une transition. Bon, évidemment, si on met au ralenti, machin truc, on va l'entendre. Voilà, on entend qu'il y a une différence, que on connaît la musique, enfin même il coupe dans une note, c'est un fils de pute, mais on n'entend pas les différences. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant par rapport à, par exemple, moi avant quand ça n'existait pas, je faisais mes montages moi-même avec des fades, avec des trucs, des transitions, machin truc, pour que la musique fasse 3 minutes. Mais c'est pas tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on retouche tout ce que fait le logiciel. Donc on appuie dessus, et à côté on a Customize. On a la durée, machin truc, mais du coup on a le nombre de segments. Donc par exemple, on va toucher d'abord, moi ce que je touche souvent, c'est les variations. Imaginons j'ai une musique pop, il va y avoir 2 refrains, 3 couplets, imaginons. Ça c'est plus 3 refrains, un couplet, mais bon, bref. Donc on va faire ça, donc on veut par exemple que 4 variations, parce qu'il y a un refrain, 3 couplets. Mais je veux qu'elle fasse 3 minutes. Et je vais mettre 4 dans les variations, tac, sauf que lui, il peut mettre que 5 segments. Je vais mettre par exemple 6 segments. Voilà, tac. Et du coup, là, il nous a fait 4 variations avec 6 segments. Voilà. Donc c'est une mécanique à prendre. C'est assez compliqué, en vrai, d'avoir ce qu'on veut. Mais à force de l'utiliser, de plus en plus, j'arrive à comprendre la logique du logiciel. Parce qu'en fait, les segments, on peut pas les mettre où on veut. Du coup c'est un peu relou. Mais en même temps, c'est un outil bien efficace. Alors du coup maintenant, on va aller dans truc 1 et je vais vous expliquer les rendus. Alors les rendus. Hop, hop. Les rendus. Alors, les rendus, ça sert à quoi? Donc là, le logiciel lit sur votre disque dur vos métrages. Ok? Il le lit tel quel. Il le lit comme ça en fait. Donc, en gros, quand vous allez mettre un effet dessus, il va déjà faire le travail qu'il fait depuis le début. Donc c'est-à-dire lire le métrage, et en plus, il va réfléchir pour, quand il lit le métrage, il va mettre l'effet. En gros, c'est ça. Donc c'est assez compliqué pour lui, et c'est chiant. Même si vous avez des très grosses machines, ça, sur un court-métrage, ça ne marche pas. Sur un court-métrage de 4K, etc., vous avez dû voir que ça buguait, même si vous mettez en 1.8. Bon là, j'ai un PC qui est assez puissant, donc je peux lire Résilience en intégrale, en mettant des effets dessus, et ça marche. Mais si je continue à faire de la colo, si je continue à faire des fades, etc., parce que là... il n'y a pas grand chose sur la timeline, ça va ramer. Donc, on a un indicateur, c'est que vous voyez, il y a une barre orange. Donc moi, j'ai déjà fait le tuto, c'est pour ça qu'il y a une barre verte au début, c'est que j'ai déjà fait un rendu. Mais, donc là, il y a la barre orange, et comme je viens de le dire, quand on fait un rendu, elle devient verte. Mais quand on met un effet, donc là, ça va le faire, je le sais, par exemple, celui-là, il est quand même assez gourmand, et la barre devient rouge, parce que il ne peut pas lire, tout simplement. Il ne peut pas le lire. Ça lui demande trop de réflexion pour qu'il fasse ça. Donc comment on fait ça? Déjà, orange, c'est limite. On travaille sur du orange, on fait le rendu, on regarde sur du vert. Mais quand c'est rouge, c'est rendu direct. Donc on va aller dans édition, séquence plutôt. Et là, on a tous les rendus qui se trouvent ici. Donc on a rendu des effets de l'entrée à la sortie. Donc ça, c'est pour tous les effets. Quand on fait de la colo, c'est intéressant. Pour les autres effets, on va attendre le rendu, souvent. Enfin, moi, ce que je fais, j'attends le rendu, parce qu'il n'y a pas besoin vraiment de rendu. Mais par exemple, pour ça, je sais que mon métrage n'est pas rendu parce qu'il était en orange. Donc je parle de la fin, là.
Je sais que mon métrage n'était pas rendu, parce que j'ai pas fait de rendu. J'ai rajouté un effet, donc ça devient du rouge. Mais si j'avais fait le rendu avant de mettre l'effet, le métrage serait en vert. J'aurais rajouté un effet sur le calque d'effet, parce que là je l'ai rajouté dessus, donc ça a annulé le rendu. C'est compliqué ce que je dis, mais c'est une logique à faire, c'est pour ça que ça existe, rendu des effets. Mais par exemple, si je fais projet, que je mets loop dessus, tac, ici je vais aller supprimer l'effet par contre, hop, et si je mets l'effet là-dessus, donc là c'est orange, imaginons que c'est vert ici, bah si je mets l'effet là-dessus, bah en fait, la timeline va être rouge, mais mon métrage en dessous va être vert, puisque j'ai fait le rendu du métrage, j'ai fait le rendu de l'entrée à la sortie. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais faire juste rendu des effets de l'entrée à la sortie, et ça va me faire un rendu, donc là on va pas le faire. Mais du coup là c'est quand même rouge, donc ce qu'on va nous utiliser pour faire un rendu global, donc des métrages, des effets, de l'audio, etc., c'est rendu de l'entrée à la sortie. Donc là, ça va nous faire un rendu. Qu'est-ce que ça va faire? Donc moi, je vais pas le faire parce que ça va me rendre un fichier cache. Ça va faire un fichier cache, du coup un pré-rendu, prévisualisation, dans votre PC. Donc en gros, le ref, donc Premiere Pro, au lieu de lire le fichier qui est dans un dossier et l'effet qui est dans son dossier à lui, au lieu de faire le lien, de réfléchir, machin truc, et ben lui, il va juste lire une vidéo qui est pré-rendue en fait. Donc ça va être simplifié de fou pour lui en fait. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça va être très facile pour lui. Et donc du coup ça va devenir vert. Par exemple ici c'est vert. Donc là il est en train de lire non pas mon métrage, mais le fichier cache qu'il y a dans le dossier de Premiere Pro. Enfin dans sa tête lui en fait. C'est comme s'il avait appris le métrage et qu'il le lisait par cœur. Donc c'est beaucoup plus facile de réciter quelque chose par cœur plutôt que de lire sa note. Bah, là c'est exactement la même chose. En fait. Donc voilà, on a ensuite rendu de la sélection. Ça, je vois pas la différence entre rendu de l'entrée à la sortie et rendu de la sélection, étant donné que rendu de l'entrée à la sortie, c'est ça en fait. Donc là, il va faire le rendu de l'entrée à la sortie. Donc, rendu de la sélection, ah si on fait ça, qu'on fait rendu de la sélection, je vois pas trop l'intérêt. C'est pas grave. Et là, si on fait rendu audio, par exemple, bah, ça va rendre tout l'audio, comme son nom indique. Et là, du coup, ça va faire un fichier cache de l'audio. Voilà. Voilà pour les rendus. Donc maintenant, on va passer à l'exportation. Donc l'exportation, à l'époque, on faisait fichier exporter média ou envoyer un média encodeur. Maintenant, on fait exporter, tout simplement. Donc il y a deux méthodes pour faire. Je vous montre une méthode, je vous montrerai la deuxième méthode après. Donc on met le titre, on change le titre, je vous en supplie, voilà. Ensuite, on va dans emplacement, on le met à l'emplacement export. Et ce qu'on fait, vraiment, si on est des boss sur des courts-métrages, des projets, on fait un fichier, un sous-fichier dans export avec la résolution dedans. Ça évite que le mec qui passe derrière, il fasse clic droit, propriété, machin truc. C'est dans le titre. C'est-à-dire que dans le titre, on mettra, par exemple là, je mets résilience, mais dans le dossier, je vais mettre un dossier encore plus et je vais écrire 4K, 60 FPS, images par seconde, parce qu'on est en France. C'est plus 25 frames par seconde. Avec le débit, par exemple. Souvent, c'est utile. Mégabits par seconde. Le format, donc MP4, plus H264. Et qu'est-ce qu'on pourra mettre? Le format, enfin le ratio, donc 21:9. Parce que là, il est en 21:9. Donc, on va créer un dossier comme ça, donc il va être dedans, et on va faire notre export dedans. Là, je vais pas le faire. Comme ça, pour celui qui passe après, c'est quand même vachement mieux. Et même si vous passez après, c'est quand même vachement mieux. Et surtout, ça aide quand vous avez un portfolio. Vous faites, par exemple, résilience à l'export fait 5 Go. Je ne l'ai pas envoyé au SFX à 5 Go. Je l'ai envoyé au SFX à 500 MO. Je l'ai envoyé sur mon portfolio à 500 MO. Et du coup, dans mon dossier, eh ben, j'ai export en 1080p, export en 720p, export en 4K, final, machin truc. Voilà. Et du coup, j'ai plusieurs exports pour, si je veux le mettre sur mon portfolio, je vais pas le mettre à 5 Go, enfin, je vais pas le mettre en 4K, machin truc. Par contre, si je veux l'exporter et le mettre devant la classe ou le donner, par exemple, pour l'oral, eh ben, il sera en 4K, full résolution. C'est ce qu'on fait beaucoup en 3D, surtout qu'en 3D, on arrive beaucoup, quand on fait des VFX dessus, sur des images en 32K maximum. Donc, pour le portfolio, ça marche pas trop. Hein, le 32K, il accepte pas trop le portfolio. Donc voilà. Là, on a la taille de l'image. On a la fréquence de l'image. Je vous explique pas ce que c'est. Donc, la taille de l'image, on n'utilise pas préconfiguration parce que c'est notre métier. Donc, on n'est pas des randoms. Donc, on n'utilise pas préconfiguration. Vous pouvez en faire, mais n'utilisez pas les préconfigurations qu'il y a ici.
vous faites enregistrer la préconfiguration à la limite. Donc c'est ici, hop, enregistrer la préconfiguration à la fin. Mais sinon, par exemple, moi j'ai TikTok, je crois, sur ce PC. Non, c'est sur mon PC fixe. Mais par exemple, j'ai des préconfigurations pour TikTok, pour YouTube, pour Insta, tu vois, j'ai plein de trucs. Donc ça, c'est encore sur l'ergonomie. Et on peut même, je crois, enregistrer, importer des configurations. Et du coup, les préconfigurations, on peut les avoir dans le dossier Premiere Pro aux mêmes endroits que les raccourcis clavier. Du coup, là, on a taille de l'image, fréquence de l'image. Donc, pourquoi il est en 60, on ne sait pas trop. On va mettre en 29,97. On va toujours être en progressif, toujours pixel carré. On coche toujours rendu à la résolution maximale et utilise la qualité de rendu maximale. Évidemment, je ne vous dis pas pourquoi, parce que bah, c'est tout con. Hein. C'est tout con. Il va, en gros, s'il a du mal, il va pas baisser la qualité. Il va galérer plus longtemps pour faire une meilleure vidéo. Interpolation temporelle, on laisse en échantillonneur d'image. Paramètres de codage performance, on va mettre matériel. Matériel, c'est votre PC qui fonctionne. Et logiciel, c'est le logiciel qui va fonctionner. En gros, la différence, c'est que matériel, tu auras toujours un meilleur rendu. Tu iras plus vite. Sauf qu'à un moment, les paramètres, même sur des grosses machines, même sur mon PC fixe, des fois ça me le fait, ça passe en logiciel. Et quand tu veux remettre en matériel, ça te dit le matériel n'est pas assez puissant. Qu'est-ce que ça va faire? C'est le logiciel, le matériel va toujours coder, donc quand on va aller dans le gestionnaire des tâches, processeur, il va toujours être à 100%, mais le logiciel va prendre une partie, donc ça va être un peu plus long, mais au moins on va avoir la vidéo au final. Voilà, c'est ça le but du codage logiciel. Le profil, donc ça c'est hyper important, soit on fait ligne de base par exemple pour un portfolio, etc. Ou pour une giga export, on va mettre i10, ça c'est vraiment énorme, et des fois ça fait des erreurs. Et c'est pas le stockage que je vous parle, c'est la qualité là, vraiment. Et moi, donc soit on se met en principal, c'est le random, ça c'est normal. Soit on se met en supérieur. Imaginons qu'on va faire un bel export, on va se mettre en supérieur. Voilà. Le niveau, donc ça c'est le niveau qu'on attend de la vidéo. Donc c'est en fonction de, de la qualité que vous avez là et du coup du débit. Par exemple là, au niveau du débit, je peux aller à 62,5. Mais si je me mets en 5.5, tout simplement, et ben, vous voyez que je peux aller jusqu'à 168. Et si je me mets en illimité, bah là, du coup, ça fait un truc de fou. Et du coup, je peux vraiment aller à 2000 de débit. Mais c'est énorme, quoi. Ça ne marche pas. Donc illimité, jamais de la vie, hein, on fait ça. 5 points maximum. Imaginons là, on va faire un gros rendu. Bah 5 points, moi ça me va bien. On se met en 2 passages. On se met en un passage pour les trucs, mais par exemple, si on fait des jeux vidéo, on se met en 2 passages. Pourquoi? Parce que le 2 passages, je vais vous montrer, on peut, par exemple, on fait de la 4K. La 4K, ça commence à 50. On veut une bonne vidéo, donc on se met à 80. Donc on va se mettre à 50 de différence, donc on va se mettre à 130. Il va coder la vidéo en 80 mégabits par seconde. Donc ça, c'est le débit. On va coder la vidéo comme ça. Et si il a besoin de plus de débit, et ben il va monter à 130. Voilà, si je sais pas, je fais une chute libre dans le jeu vidéo, bah, il y a besoin de beaucoup d'FPS en fait. Il y a besoin de beaucoup de débit, etc. Donc il va pomper jusqu'à 130. Voilà, ça évitera de la saccade dans la vidéo. Mais au cinéma, je crois, ça se trouve, je dis des bêtises là-dessus, mais j'ai jamais vu un monteur exporter en débit variable. Donc, enfin en débit variable de passage. Donc VBR, c'est variable bitrate, je dirais. Donc en gros, c'est débit variable et débit constant. Voilà, donc débit variable à un passage et en 100. Et je crois même qu'au cinéma, on met en débit constant. Mais on ne sait jamais. On verra ça plus tard. Donc, moi, je vous conseille de mettre en débit de passage à 100 pour de la 4K. Et au niveau de l'audio, on laisse en AAC, 48K. Si vous voulez un truc pour le portfolio, 44100, ça suffit amplement. C'est pas ça qui va vous faire gratter des mégabits. Mais canaux stéréo ou mono, comme vous voulez. Et où on a le 5.1 aussi, mais ça, c'est si vous êtes un monteur excellent et du coup vous faites de la stéréo, hop derrière, hop devant, etc. Il n'y a pas besoin d'être un monteur excellent, mais il faut quand même toucher un peu au logiciel. Et du coup, le débit audio, on est entre 320 et 512. Voilà, mais 320 ça suffit. Et donc maintenant, on va appuyer sur exporter, mais on va aller voir la deuxième méthode. Du coup, nous voilà sur Media Encoder. Donc Media Encoder, c'est le petit truc avec ME. Donc ça, on va supprimer. Ça, on va supprimer. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est aussi le logiciel qui va nous aider pour les proxys. Donc on le verra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Imaginons qu'on n'a pas fait tout ce qu'on a fait avant. Imaginons déjà qu'on a fait tout ce qu'on a fait avant. Bah, on le met dans le Media Encoder et Media Encoder va avoir la particularité d'utiliser le GPU comparé à Premiere Pro qui utilise
essentiellement le processeur pour son rendu. Donc on va le mettre sur Media Encoder et on va appuyer sur Play. Bon, je vais pas le faire, mais en gros ça va faire le truc. Et il y a quelques fonctionnalités, par exemple, on peut faire une file d'attente de rendu, c'est-à-dire que dans la journée, je sais pas, en fin de journée, en fin de semaine, j'ai fini beaucoup de projets, il faut vraiment que je fasse le rendu, et j'ai un truc à faire, et ben je le mets hop en file d'attente, je mets 3-4 projets en file d'attente, je fais arrêter automatiquement l'ordinateur à la fin, ça va me faire le rendu de tout, et tranquille quoi, il n'y a pas besoin de relancer le rendu à chaque fois, voilà. Donc ça c'est cool. Imaginons maintenant qu'on n'a pas fait les paramètres qu'on a, on a juste fait envoyer à Media Encoder sans toucher les paramètres, on va toucher à préconfiguration. Là, on est en personnalisé. Et du coup, là, on va avoir exactement la même chose. Alors moi, je vous conseille de quand même toucher sur Premiere Pro parce que c'est quand même, comme vous le voyez, là, c'est tout petit. Et c'est quand même un peu plus agréable de toucher sur Premiere Pro et ensuite juste d'appuyer ici sur Media Encoder. Alors là, il y a exactement les mêmes paramètres. Que là-bas. Donc, je vous explique pas en double. C'est juste, c'est ici. Et vos préconfigurations, elles sont ici. En fait, c'est exactement les mêmes paramètres que Premiere Pro. Voilà pour les rendus. Alors du coup, petit... Un dernier truc pour la vidéo, c'est comment créer des proxys. Alors du coup, on va faire clic droit sur le truc dans la fenêtre du projet. On va déplier. On va faire doublure, créer des doublures. Les doublures, c'est les proxys. Voilà. Et du coup, là, on a créé des doublures. Donc, on a écrit le format. On laisse en QuickTime, évidemment. Vous pouvez mettre en H264, je vois pas la chose. Et paramètres prédéfinis. Alors, avant, c'était trop chiant. Il y avait 50 paramètres. Et maintenant, ils ont tout regroupé. C'est vraiment bien. Donc, par exemple, il y a Low Resolution Proxy, Medium Resolution Proxy et High Resolution Proxy. Et ça, c'est pour la réalité augmentée. Donc, on s'en branle, les deux derniers. Et donc, du coup, nous, on va être quasi... Parce que quand on utilise des proxys, on utilise des proxys pour que ça aille plus vite sur le PC. Et ensuite, on fait la colo sur des vrais métrages. Donc, on utilise toujours Low Resolution Proxy. Mais admettons, vous bossez sur Avatar et vous recevez des rushs avec des effets spéciaux dessus, avec de la 3D, etc. Et vous devez faire de la colo dessus. C'est impossible. Vous n'arriverez pas à mettre pause, en fait, à lire le truc. Donc, même la colorimétrie, vous serez obligé de la faire sur du Medium Resolution Proxy. Voilà. Ou du High Resolution Proxy. Donc, pour l'instant, on utilise Low Resolution Proxy parce que notre but, c'est d'avoir le fichier le plus petit pour pouvoir monter fluide. Imaginons, je sais pas, le monteur de Michou, Michou, il est parano, il a pas envie que le monteur, il lui pique son rush de sa vidéo. En fait, il fait ajouter un filigrane, il fait des doublures, il envoie les doublures à son monteur, Michou, il envoie les doublures à son monteur avec le filigrane. Ensuite, en fait, quand il va récupérer les doublures, lui, Michou, dans son logiciel, va remplacer les doublures et du coup le filigrane sera enlevé par la vraie qualité. Voilà, c'est une petite mécanique. Je pense que les studios l'utilisent pour pas se faire leak, mais j'ai pas d'exemple précis, mais en vrai ça sert à ça en gros, c'est pas pour pas se faire leak. Ou alors pour garder le crédit dessus. Voilà, donc je vous conseille de le mettre pas dans le dossier doublure, mais dans un dossier à part dans projet et dans proxy. Voilà, en proxy que vous créez. Vous faites ça et vous créez proxy juste à côté. Voilà, on va faire OK. Et là, ça va ouvrir ça. Et là, du coup, ça va faire un proxy. Donc là, il y a écrit, du coup, ça va faire un proxy dans Media Encoder. Et quand vous allez, par exemple, avoir beaucoup de rush, et ben vous allez sélectionner le premier, le dernier, clic droit, doublure, exactement ce qu'on vient de faire. Et en fait, dans Media Encoder, on aura tous les rushs en proxy. Donc moi, pour Résilience, ça m'a pris 1 heure, je crois, en rendu, de faire tous les rushs. Mais on ne sélectionne pas le rush et on fait clic droit, doublure, machin truc, par rush. On fait tout d'un coup. C'est vraiment... On fait ça tout d'un coup. Et Media Encoder va faire une file d'attente avec tous les proxys... à la suite en fait. Voilà. Et puis... c'est tout. Voilà. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo YouTube, parce qu'elle sera sur YouTube cette vidéo, en non répertorié. Et du coup, j'y répondrai en commentaire. Et comme ça servira d'un peu d'appui à la vidéo. Parce que je ne referai pas une vidéo, à part si vraiment je découvre un truc de fou sur Premiere Pro. Et du coup, là, dans ce cas-là, je referai une vidéo. Donc là, on a exploré vraiment 10% du logiciel, mais c'est très
à partir de ça, vous pouvez vraiment créer un espèce d'arbre et du coup de plonger dans n'importe quel truc. On peut approfondir l'étalonnage, on peut approfondir les effets, etc. On peut tout approfondir à partir de mon tuto. C'était ça le but du tuto en fait. J'ai demandé à ChatGPT de le faire pour que justement on puisse après, selon cette structure, approfondir. Voilà. Du coup voilà, c'est finito pipo.